Pour cette table ronde, sur le thème de Toi, moi, la musique nous rassemble, on a un panel d'intervenants. Je commence par te présenter Louise. Bonjour. Donc Louise Tuffet, qui est art thérapeute à Tours. Oui. Voilà. Miel de Montagne, qui nous fait le plaisir, entre 3 interviews et ses balances et son concert de ce soir, de participer à cette table ronde. Et puis le média positif, Mathilde Blanc, responsable communication événementielle, et Paul Curato, responsable éditorial au média positif. Voilà. Juste un point logistique, Miel de Montagne ne pourra pas rester avec nous toute la conférence. Tu restes avec nous combien de temps ? Je sais pas, 30 secondes, non? Non, ça va être court. Je sais pas, faut demander ça à Virginie. Un quart d'heure, elle me dit. Un quart d'heure. Donc on va commencer par toi. Voilà. Merci beaucoup. Tout est timé. Hein, c'est le ça, maître du temps. La vie de star. C'est Passepartout, un peu plus grand et plus joli aussi. Donc quand même dire que tu passes sur la scène du chapiteau à 20h45. Exact, ça doit être une info qui me semble vraie. Propulson, sur la scène Propulson, ouais, qu'on appelle le chapiteau, nous, mais c'est la scène Propulson, tout à fait. Ah ouais, il y a des codes parce qu'en fait, c'est là, c'est le nom chapiteau, pour les touristes et le nom pour les vrais d'ici, quoi. C'est ça, les Tourangeaux. Donc, on commence cette table ronde avait pour objectif d'essayer de comprendre pourquoi on a besoin et on vient sur des événements pour écouter la musique. N'hésitez pas à vous installer ou soleil ou ombre. Tout le devant là, est accessible pour s'asseoir par terre. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Donc, Miel. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au fait que la musique nous rassemble? Qu'est-ce que toi, tu as pu observer? Est-ce que tu as des anecdotes? Quel est l'impact de ta musique sur le public? Disons que l'impact de ma musique, je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire un peu mon anniversaire tous les soirs. Parce que c'est là où j'ai l'impression qu'on partage vraiment un dance floor quand on prend un déguisement. Mais quand je dis on se déguise, tu vois, tu peux juste mettre des lunettes de soleil et d'être dans un contexte d'anniversaire, de prendre faire de la danse avec tes amis. En fait, du coup, tu deviens la star une fraction de seconde et puis tu passes le flambeau à d'autres potes ou tu arrives avec une bande de potes et tu jumps. Et dans mes concerts, j'essaie de filer le flambeau à certaines personnes parfois pour qu'on se sente tous rassemblés dans une même teuf, même si c'est moi qui garde quand même les rênes, dans le sens où j'ai le micro et je chante mes chansons. Désolé les gars, mais je me mets des petits privilèges comme ça. Mais en vrai, ouais, moi c'est vraiment ce qui me fait plaisir dans la musique, c'est ce côté lâcher prise. Et même il y a parfois des concerts que je vois souvent dans le rap où tout le monde aujourd'hui sort son téléphone dans un délire de déjà les gars ils vivent déjà dans le futur, de projeter, de mettre une story sur leurs réseaux sociaux. Et moi j'essaie un peu de contrebalancer ce truc là où j'ai vraiment quand il y a des man qui sortent leur phone, limite je fais vas-y mais range ça frère, là tu vas devoir me porter parce que je vais sauter sur ta tronche quoi. Donc voilà. Tu les préviens avant du coup? Parfois je les préviens, ouais, parce que ça dépend. Mais souvent il y a une fragilité au premier rang. Donc parfois ils sont pas concentrés, donc je leur dis attention, je vais sauter. Ou parfois il y a beaucoup de filles et genre j'ai peur de les écraser comme un vieux bourrin, donc je fais vas-y attention les filles, portez-moi quoi. Mais à plusieurs ça marche et c'est là où tu te rassembles quoi. Tu peux pas faire un slam si les gens ne sont pas rassemblés quoi. Et là, t'es même dans la prise de contact, là, du coup. Hein. Sinon, c'est un four. Ouais, un truc de contact, ouais. Prise de contact, mais respectueuse. C'est-à-dire que je garde quand même mes vêtements, enfin une partie de mes vêtements. Est-ce que quand tu coécris ta musique, tu cherches déjà cette idée de réunir de collectifs ou d'avoir quel impact tu peux chercher quand tu écris? Déjà je pense au live, donc déjà il y a un truc genre un peu fédérateur qui me vient à l'esprit où je me dis ça serait trop cool de chanter tous ensemble ce truc là ou ce message là je le trouve assez cool. Si j'ai envie de le chanter fort, je pense qu'il y a d'autres gens qui vont me rejoindre ou pas, mais
Et après, dans mes textes, souvent je parle de choses assez simplement, mais aussi ça peut partir. Enfin, j'essaie de mettre des mots simples, mais c'est peut-être une pensée plus profonde que ça. Et je pense que tous dans notre vie, on passe par certaines phases. Il y en a qui les passent plus tard, d'autres plus tôt, ça se mélange. Il n'y a pas de règle, mais en tout cas, il y a tous un moment dans notre vie d'humain. Je pense qu'on est supposé se poser ce genre de questions. Même si c'est sur sa propre personne, parce que nous, Français, on est un peu centrés sur nous-mêmes, mais ce qui est plutôt intéressant aussi, enfin, on se découvre, et on se découvre à travers les autres, donc moi, j'essaie juste de vibrer avec des trucs que je pense que tout le monde est passé, ou en tout cas, non, ce que j'essaie de faire aussi, c'est que je mets peu de mots pour laisser aussi place à la personne de se faire sa propre histoire, dans ce contexte, c'est-à-dire genre, c'est cette vibe-là, c'est ce flow-là, et après, t'as ton expérience, et chacun a son histoire et ça faut se respecter et respecter ça mais je trouve ça cool de partager ces moments-là quoi. Des moments de vie en fait tout simplement. Et est-ce que des fois tu vois qu'il y a des décalages entre ce que tu penses trouver comme réaction dans le public et ce que ça génère? Est-ce que tu as des anecdotes ou des choses sur le sujet? Non. Bah, le truc c'est que le live, moi je transforme mes morceaux pour vraiment que ce soit la teuf. Du coup, tout est très dans l'énergie et moi, je vais vraiment chercher tout le monde à l'énergie. Je crois que je redeviens peut-être un peu plus premier degré. Enfin, genre dans la façon d'interpréter les trucs et tout, mais je pense pas qu'il y ait de décalage parce que même s'il y a un décalage, au final, ça se réunit. Enfin, second ou premier degré, tu dis la même chose. Ouais, les mots, ils ont un sens et puis même si le mot, tu l'interprètes comme tu veux par rapport à ton expérience, donc ça rejoint de toute façon quoi qu'il en soit le même mot, la même vibe, le même truc. Non, franchement, je trouve pas qu'il y ait de décalage sur ce que je projette, sur ce que je vois. T'arrives à emmener tout le monde en fait. Bah non, parfois c'est dur, hein. Parfois faut vraiment travailler pendant 1 heure les gens en mode bon les gars, réveillez-vous. Mais souvent quand tout le monde est bien rassemblé, tu le ressens. Et je pense que les gens du public le ressentent aussi. Et là, c'est là où il se passe un vrai truc bien kiffer. Enfin, c'est en tout cas cette sensation qui est trop agréable. Vraiment, tu as l'impression de participer tous à un moment assez fort. Enfin, de toute façon, ça crée un truc un peu plus fort que si tu présentes ton show, que les gens regardent. Mais du coup, il y a une distance qui se crée par rapport à toi, qui est starifié, machin. Moi, c'est pas fort. Enfin, ok, je veux bien être une star, mais genre, je veux pas avoir le truc du podium sur scène, ça peut un peu me saouler ce décalage. Ouais, tu cherches l'échange avec le public quoi. Ouais, j'ai besoin de communiquer. En fait, pour me sentir moi-même à l'aise sur scène, j'ai besoin de communiquer, genre est-ce que c'est bon pour vous? Non, bon bah c'est un four, je suis très mal à l'aise. Par contre, est-ce que c'est bon pour vous? Yes. Bon bah déjà je me sens un peu mieux et je peux continuer mon show Mais c'est vrai que y a des publics qui sont plus froids et qui communiquent un peu moins ou plus timides. Et parfois j'ai un peu du mal à gérer ça, mais c'est exactement pareil, moi, le vécu sur scène comme une rencontre dans un bar ou dans une soirée. Pour moi, c'est le même rapport. C'est salut, tu vas bien, t'es respectueux, mais tu fais des blagues et tu testes un peu l'ego de l'autre, voir sa susceptibilité pour faire une bonne vanne pour tout le monde. Et si le mec il prend mal, bon bah tu fais vas-y, ce mec est trop chiant, je vais me faire un autre pote avec quelqu'un d'autre. Tu vois. Merci. Tu vois l'idée quoi. Ouais. Et du coup, je fais le lien avec le Média Positif qui a pu poser 3 questions à sa communauté et qui a récupéré un témoignage intéressant sur un artiste que nous connaissons. Exactement. Attends, t'allumes ça là. Ah bah ouais. Allô? Oui, vous nous entendez? Faut que tu colles. Bah oui, alors on a posé cette question, est-ce que la musique rassemble? Et bon, tu parlais du fait de filmer. Bon, nous, en tant que média, on est un peu obligé de filmer parce que justement, on veut aussi diffuser ces images-là de communion, tu vois, entre un artiste et son public. C'est quelque chose qui est super important pour nous de montrer ces valeurs qui rassemblent les gens et surtout la relation entre un artiste et un public. Et du coup, on a posé un peu cette question à notre public sur Instagram. On leur a demandé est-ce que la musique rassemble et on a eu un témoignage assez génial de Lou qui nous dit que elle est. Lou, c'est qui Lou? Alors, parce que j'ai ma sœur, elle s'appelle Lou. C'est pas... ben attends. Ah voilà, on a trouvé. C'est immiscé dans le truc. Ah ben moi c'est possible. Mais moi j'ai eu, en tout cas, on a eu un commentaire qui disait.
que à travers un concert, on arrive vraiment à vivre des émotions vraiment enivrantes et à se transmettre cette énergie de personne en personne. Et que récemment, elle avait assisté à un concert de Miel de Montagne et qui avait une ambiance qui était assez folle et qui avait une vraie connexion entre toi et ton public. Donc je pense que tu disais que tu étais à cette recherche-là et je pense que tu y es arrivé parce que il y a quelques noms qui sont ressortis, mais c'est vrai que le tien est aussi ressorti là-dedans, donc qu'il y avait une vraie adrénaline qui se créait, une vraie alchimie entre toi et le public. Donc voilà, c'était assez sympa de voir ça, parce qu'en sachant que tu allais participer, on s'est dit mais ça tombe extrêmement bien. Donc voilà, c'est ce témoignage-là qu'on voulait te partager et dire que je pense que c'est mission réussie. En tout Trop cas. sympa, Lou. Si elle a kiffé, c'est que j'ai dû kiffer. Ouais. Et c'est que ça devait être un bon concert, effectivement. Donc big up. Ouais, c'est génial. Voilà, une expérience et un témoignage concret. Tout à fait. Merci pour cet apport. Trop bien. On va juste continuer avec Louise. Louise, est-ce que tu peux nous dire, toi qui étais une infirmière, Oui, ancienne infirmière. qu'est-ce qui Mon t'a fait diplôme. passer on va dire, de l'aspect un peu médical de l'infirmière au métier d'art-thérapeute ? Oui. Donc effectivement, moi j'étais infirmière, j'ai toujours eu une personnalité assez artistique, peinture, dessin et musique aussi. Guitare, guitare c'était un peu plus tardivement. Initialement percussion et puis chant. Donc j'ai toujours eu, déjà ça m'a, une personnalité qui était intéressée par les arts. J'ai voulu travailler dans l'humanitaire, je suis pas partie hors de France avec mon métier d'infirmière, mais c'était ma volonté première. Et puis finalement, du coup, je me suis retrouvée dans des études d'infirmière qui sont très intéressantes. Je trouve, j'ai beaucoup de respect pour ce métier. J'ai exercé pendant quelques années en tant qu'infirmière et puis au fur et à mesure du temps, je me suis plus intéressée à la médecine préventive, à toute l'approche préventive, la santé publique aussi. Et ça m'a amené à penser qu'il y avait des possibilités d'aller vers une médecine moins médicamenteuse dans certains aspects. Et puis c'est ça en partie qui m'a aussi amené à l'art-thérapie. Le fait de vouloir explorer la médecine un petit peu différemment, avec des outils plus naturels, l'art et la musique entre autres, pour accompagner des personnes qui peuvent être en difficulté. Et donc du coup au bout d'une dizaine d'années d'exercice d'infirmière, j'ai switché. J'ai fait des études d'art thérapeute à l'école de Tours, parce qu'on a une école d'art thérapie à Tours qui s'appelle l'AFRATAPEM. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il n'y en a pas 36 000 en France non plus, mais c'est l'Association française de recherche et d'application des techniques artistiques en pédagogie et en médecine. Et donc j'ai fait cette certification et puis j'ai fait un diplôme universitaire à la faculté de médecine de Tours. Pour dire aussi que il n'y a plus ce DU malheureusement, mais que à une époque l'université de médecine de Tours proposait une validation officielle du diplôme universitaire d'art thérapeute. Quand on a préparé cette table ronde, tu nous as évoqué le fait que la musique, elle a des impacts sur les comportements et sur les apprentissages. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus quand justement tu as démarré ce nouveau métier ? Alors, tout d'abord, c'est déjà un moyen de rentrer en relation sans forcément passer par les mots. Bon, par exemple, avec Miel de Montagne, il y a tout un rapport au texte, dans le propos artistique aussi. Mais avant tout, la musique sans parole, c'est aussi un moyen de rentrer en relation. Moi, par exemple, je travaille avec le public des demandeurs d'asile, entre autres. Et donc, c'est un moyen de dépasser la barrière de la langue et de pouvoir provoquer des réactions, des émotions, des ressentis. Je crois que c'est avant tout ça qui m'a marqué. Et puis après, c'est de comprendre un peu les impacts physiologiques qu'il y a derrière la musique. Parce qu'il se passe toutes sortes de choses entre l'adrénaline. Tu parlais de l'adrénaline, mais il y a effectivement, c'est réel. Il se passe des phénomènes comme ça physiologiques, que ce soit sérotonine, adrénaline, sécrétion de certaines hormones, dopamine, activation du circuit de la récompense aussi, qui favorise un certain état physique et donc du coup aussi psychologique. Et donc c'est une interaction de plein de mécanismes assez intéressants
qui participent à l'effet de la musique sur l'être humain. Et on avait évoqué aussi la cohésion sociale que pouvait générer la musique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. La cohésion sociale, par exemple, tu parlais de ce qui se passe un petit peu dans tes concerts. Déjà, c'est générer une ambiance, essayer de créer une communion dans le public. Il peut se passer ce genre de phénomène. Bon, là, c'est dans le cadre d'un artiste et d'un public sur une scène. Mais il y a aussi d'autres approches. Peut-être vous en parlerez sur quand on joue ensemble. Et j'imagine, par exemple, il y a toute une équipe derrière toi. Ça demande une collaboration, ça demande une écoute des uns et des autres. Ça met en jeu plein de choses qui participent à un certain respect, à une certaine cohésion. Et beaucoup de travail sur soi en vrai pour que ça tourne. Hein. Oui. Et beaucoup d'entente comme une famille en fait. Si tu dois mettre des règles un peu pour que ça se passe bien. Oui, il faut se poser un cadre. Ouais, c'est ça le cadre. Le cadre, s'il n'est pas posé, ça peut être un bon foutoir. Oui. Mais la vraie clé, ça reste la communication, que ce soit avec les gens avec qui tu travailles, comme le public, enfin de temps en temps. Mais c'est clair, c'est une vraie thérapie en tout cas. Et puis juste, pour parler un petit peu plus de ça, c'est vrai qu'on pourrait citer des choses et des dispositifs français comme Demos, qui est un dispositif d'éducation musicale à vocation sociale qui est en lien avec la Philharmonie de Paris et la Cité de la musique, et qui témoigne de l'application du fait de jouer ensemble, que ça peut avoir un impact sur la dimension sociale. Et donc qui permet notamment à certains jeunes issus des quartiers populaires d'avoir accès à un enseignement musical, parce que l'enseignement musical aussi favorise une certaine discipline et peut les élever aussi parfois par rapport à leurs conditions. Et donc il y a un dispositif français comme ça, mais on pourrait revenir un petit peu plus en amont et parler aussi de ce qui s'est passé dans les années 1970 en Amérique du Sud avec El Sistema, où il y avait José Antonio Abreu qui a été par la suite ministre de la Culture et qui avait créé tout un système national où il donnait la possibilité aux jeunes des quartiers, des favelas, des endroits en difficulté de participer à des orchestres. Et donc, c'est un modèle qui s'est énormément développé au Venezuela, et c'était l'orchestre comme modèle de société et de cohésion sociale, justement, et pour tirer chacun vers le haut, où tout le monde a sa place, tout le monde a sa partition à jouer. Il faut un cadre, il faut qu'on se respecte, il faut qu'on s'écoute pour sublimer un projet, effectivement. Donc c'est ça la musique. C'est aussi à plusieurs qu'il se passe des choses. Ne serait-ce qu'un artiste et son public. Enfin, il y a... par exemple. Et Paul, vous aviez aussi un retour d'expérience à faire sur le sujet ? Oui. Alors, dans la semaine, je sais pas si on m'entend. Dans la semaine, on a posé plusieurs questions à notre communauté pour préparer la conférence. Et on leur a posé une question, est-ce que la musique a un effet thérapeutique ? Et on a eu oui à 97%. Et on a eu plusieurs témoignages. On en a relevé 2 qui étaient particulièrement intéressants. On a Honorine qui nous dit « À chaque crise d'angoisse, je mets de la musique et ça me calme ». Ou encore Manon qui nous dit « J'ai une musique de sommeil, c'est-à-dire que quand je n'arrive pas à dormir, je l'écoute et c'est certain qu'à la fin de la musique, je m'endors ». Du coup, est-ce que Louise, tu peux nous développer ça et nous dire pourquoi en fait la musique elle a un effet thérapeutique ? Alors moi je ne suis pas neuroscientifique pour parler de tous les mécanismes, mais je sais quand même certaines choses, et il y a des études effectivement qui sont parues sur les impacts de la musique sur notre cerveau, et ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, on sécrète certaines hormones, on libère certaines hormones quand on écoute ou quand on pratique de la musique, ça met en jeu des choses un peu différentes, qui peuvent avoir un impact dans la diminution du stress à travers le cortisol par exemple. Qui sont notamment utilisés en musicothérapie à travers l'endorphine pour la diminution de la douleur, donc dans des visées analgésiques, pour améliorer l'humeur, dopamine, sérotonine. Et puis, alors pour le sommeil, peut-être, je ne sais pas exactement quel mécanisme, mais ça peut améliorer l'humeur et favoriser certains états, certains comportements,
effectivement. Mais moi j'ai une question au contraire, genre moi ça m'est déjà arrivé d'être angoissé par une musique horrible. Non mais genre tu sais t'es dans un contexte un petit peu tendu et puis il y a une personne qui met dans un appart parce que j'aime pas trop les soirées appart, c'est un truc ça me saoule et je sais pas elle mettait tout le temps de la musique et tous les morceaux ils étaient de plus en plus pourris tu vois et c'était horrible et genre et du coup vu que moi en plus j'étais un peu sensible à la musique forcément j'en écoute tous les jours, j'en fais tous les jours, du coup il y avait un truc où genre à un moment j'étais là vas-y je peux mettre un morceau parce que et c'est vrai que ça renforçait un peu mon état du stress oui. ouais d'anxiété. À l'inverse, ça peut procurer l'effet inverse. Mais d'ailleurs, c'est mais intéressant. pourquoi du coup? C'est parce que tu gamberges en mode t'aimes pas la musique ou justement c'est les sensations qui te mettent mal? Ou alors quoi. que ça augmente du coup physiologiquement, il y a des réactions neuronales qui augmentent certains taux d'hormones qui sont pas super, le cortisol ou qui avec l'environnement cloisonné, peut-être une certaine. Oui, moi je me demandais si c'était mon cerveau qui était dans un truc de ouais cette soirée est relou, je suis anxieux. Et en plus de ça, il y a de la musique horrible. C'est un petit peu multifactoriel. L'angoisse. C'est un peu multifactoriel. Ou est-ce que c'est un truc justement juste de senti, comme tu dis, ça doit être un mélange de tout. Mais c'est intéressant de noter que la musique a été utilisée pendant, je crois, la Deuxième ou la Première Guerre mondiale, mais comme outil de torture. Bah oui, on enfermait certains prisonniers et on leur passait de la musique H24 pour dire que ça peut possiblement aussi avoir certains impacts négatifs pour les rendre un peu malades. Après, c'est mieux de parler des bienfaits de la musique, mais en vrai, c'est quand même un vrai truc, quoi. Non, mais de toute façon, si vu que ça a un impact, effectivement, ça veut bien dire que ça peut être un impact positif ou négatif. Ouais. Je ne sais pas si d'ailleurs, on peut faire le lien sur est-ce qu'il y a des conditions extérieures, petits groupes, grands groupes, extérieurs, intérieurs, été, hiver, qui font que justement ça influe de façon plus ou moins positive sur les personnes. Je ne sais pas qui peut répondre ou partager une expérience sur le sujet. Paul ? Par exemple, quand on voit le témoignage qu'on a eu sur Miel de Montagne, je pense qu'il y avait aussi ce contexte-là de festival, de cohésion de groupe, d'ambiance, de tension qui monte. Le cadre, il est là, quoi. C'est ça que tu veux dire. Je pense qu'il y a des ambiances qui sont beaucoup plus propices à créer des émotions fortes et quand on a l'artiste qui va vraiment interagir avec le public pour aller rechercher ce genre d'émotions, je pense que l'été, comme on est ici, tout le monde rassemblé, il y a la chaleur, il y a l'envie aussi de profiter ensemble, cette recherche d'émotions fortes. Je pense que là, on est vraiment dans un contexte qui est ultra propice à ce genre d'émotions-là. Ouais. C'est clair, les festivals, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, moi, c'est ce que je préfère faire. Parce que tu sais pourquoi ? Parce que tu es juste à l'extérieur. Et je suis quand même un enfant de la campagne. D'ailleurs, j'ai grandi pas loin, dans les vignes. Je suis né à Blois. Ah, t'es blésois. Moi aussi, je suis blésoise. Et genre, j'ai grandi en Touraine, Faverolles-sur-Cher. Ah oui. Donc pas loin, en vrai. Tout à fait. J'ai fait mes études ici. C'est un retour aux sources, en fait. Exactement. Enfin, non, le retour aux sources, pas vraiment, parce que je suis jamais venu dans ce festival. J'ai l'impression d'être encore dans un endroit où je sais pas où je suis. Ouais. Mais par contre, je vais sûrement croiser des connaissances. Oui. Ouais. Tout à fait. Il y a des grandes chances. Est-ce qu'on peut également aborder le fait de l'impact de la musique sur la prise de décision ? Louise, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ? Oui, c'est vrai qu'on avait un petit peu évoqué ça. C'est lié aussi à... Ah oui. Pardon, ok, d'accord. C'est lié aussi un petit peu à cet impact sur l'humeur que ça peut nous provoquer. Ça peut nous rendre plus joyeux, ça peut nous provoquer des émotions et c'est plutôt ces émotions qui vont influer après nos comportements et nous aider à prendre des décisions. C'est effectivement on a une musique qui nous provoque peut-être un sentiment de tristesse ou peut-être qu'on va être moins déterminé à faire quelque chose, on va plonger dans un autre sentiment. Donc c'est en ça aussi que ça peut avoir un impact sur la décision. Après, en tout cas, la musique a un pouvoir d'entraînement du corps. On travaille avec ça en art-thérapie notamment.
En art-thérapie moderne, on travaille avec le fait que l'ARP dispose de différents pouvoirs, enfin pouvoirs pas au sens baguette magique, mais des effets, notamment l'aspect éducatif, le pouvoir éducatif. On peut enseigner, on peut éduquer à la sensorialité à travers différentes choses. Ça dispose d'un effet relationnel, ça met en relation les gens. Et puis, ça a aussi un effet d'entraînement de la masse corporelle, de mouvement. Et la musique, par essence, c'est un art premier par rapport à ça. Et donc, ça peut impulser des mouvements qui aussi peuvent aider dans la prise de décision. C'est-à-dire que ça peut accompagner des prises de décision, cette notion d'impulsion corporelle. Merci. Je crois qu'il faut qu'on te libère, Miel. Ah oui. Tu es attendu D'accord. pour la suite. Bon, La prochaine interview dans 15 minutes. Ah oui, bon bah je cours, je vole. Merci à tous, hein. Ça fait plaisir. Merci je vous à laisse, toi d'avoir participé. Et, continuer de on parler te voit, de ce on beau te sujet. voit tout à l'heure sur ta scène. Ok, ouais, ça marche. Voir les avec effets, plaisir. les effets de la musique. Venez voir les effets de l'adrénaline et du kiff. Merci à tous. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on poursuive avec quelque chose qu'on a tous connu, une expérience qu'on a tous fait. Quand on est justement on est content d'un artiste, on applaudit l'artiste. Et je pense que vous avez tous remarqué que quand on applaudit, au début c'est un brouhaha, et puis on finit tous par se caler sur un même clap, et on finit par être synchro. Ça c'est un truc qui est quand même assez curieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce phénomène, comment ça fonctionne? Alors, avec mon humble connaissance, effectivement, oui. Il y a déjà avant tout un partage d'une émotion, je pense, une émotion partagée, une saveur partagée. Puis effectivement, il y a ce que tu parles, c'est un petit peu la synchronisation des personnes qui se passent. C'est quelque chose qu'on peut voir. Même quand on fait chanter des gens qui chantent pas toujours juste, au bout d'un moment, les gens, à force de chanter, se calent les uns sur les autres et on arrive à avoir une certaine justesse. Là, il y a aussi des choses un peu physiologiques qui se passent notamment à travers l'activation des neurones miroirs. On active des neurones miroirs qui fait qu'on arrive un petit peu à se caler en fonction des personnes qu'on a en face de nous sur un rythme. Et puis, il y a une espèce de notion de sentiment partagé, en fait, hein, une énergie qui se transmet. On pourrait aller plus loin encore là-dessus, en parlant d'empathie esthétique, de plein de choses, mais on pourrait aussi rester là en disant qu'il y a une saveur partagée et ce phénomène-là qui se produit. Vas-y, Paul. Nous, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter là-dessus, mais c'est l'aspect qui est le plus ressorti. C'est cet aspect cohésion, rassemblement. Je pense que c'est l'aspect principal. Je pense que les gens, quand ils viennent par exemple dans un festival comme ça, ils ont aussi ce besoin-là de se rassembler, de vivre les émotions ensemble. Et après, on peut voir ça avec les clappings aussi. Je trouve que c'est assez impressionnant, cette recherche de la synchronisation parfaite avec l'artiste ou les personnes qui font le clapping. C'est des éléments qu'on voit de plus en plus, je trouve, cette synchronisation entre les personnes dans un festival, dans un concert. Donc voilà, nous, c'est un point en tout cas qui est ressorti énormément dans les témoignages qu'on a eus. Je pense que c'est l'élément principal et c'est ce que les gens recherchent en venant dans un festival, c'est vivre ces émotions en commun ensemble. Voilà. J'ai oublié ma question. Oui, on avait aussi abordé le fait que la musique soit un langage universel. Je pense que vous avez tous les deux des choses à nous partager, enfin tous les trois des choses à nous partager sur le sujet. Langage universel qui soit constitutif de notre identité. Vaste question. Nous, en tout cas, quand on parle de langage universel, on va entendre plusieurs éléments. Ça peut être intergénérationnel, donc intergénérationnel, interculturel. On a par exemple eu un témoignage. On a eu un témoignage qui nous disait que Edgar, qui nous disait qu'il était allé à son au concert de Elton John avec sa grand-mère. Donc je pense que la musique, ça permet aussi de rassembler les générations et après de rassembler aussi, dans un terme plus vaste, les cultures ou les gens qui viennent d'horizons totalement différents. Lorsqu'on vient dans un festival comme ça,
Je pense qu'il n'y a plus de on vient de tel ou tel endroit, de telle ou telle origine, on se retrouve tous à danser, à profiter ensemble, à vivre les mêmes émotions. Donc voilà. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières, tout le monde se rassemble. En fait, il n'y a pas de jugement. Voilà, on est tous pareils, on est tous réunis pour le même artiste, pour le même festival. Et voilà. Alors, sur cette question, je trouve que c'est pas une question si simple en fait, cette question du langage universel et puis constitutif de notre identité. Peut-être on pourrait repartir de la question de l'identité pour aller vers le langage universel. Par rapport à ça, déjà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une modalité sensorielle, cette capacité à entendre. Alors, vous me direz, on l'a pas toutes, parce qu'il y a des personnes qui sont malentendantes ou qui peuvent avoir des déficiences sur certains sens. En tout cas, on a une capacité à sentir la vibration. Et ça, même chez des personnes malentendantes, on a une capacité à sentir la vibration. Et ça, c'est universel. Ça, tous les êtres humains, à travers toutes les cultures, ont cette capacité-là. Et dès le tout début de la vie. Dès le tout début de la vie. Et alors, sur cette notion d'identité, c'est intéressant. Bon, il y a des différents auteurs qui ont écrit là-dessus. Il y a notamment un musicothérapeute argentin qui s'appelle Robert Benazon, qui est très intéressant et qui a écrit sur le concept d'identité sonore et qui aborde le fait que dès les premiers instants de la vie, la vie intra-utérine, on est bercé par tout un environnement sonore, de sons, de la voix de la mère, de plein de choses qui vont façonner un petit peu notre sensibilité musicale aussi par la suite, nos sensibilités en tout cas au son. Ça, je pense que c'est une modalité universelle. Après, la musique comme langage universel, la musique reste quand même très codifiée en fonction de la culture. Elle s'inscrit dans un cadre culturel. On n'a pas les mêmes codes d'une culture à une autre. On n'a pas les mêmes enseignements musicaux d'une culture à une autre, que ce soit à travers les gammes, les harmonies. En Orient, en Occident, c'est pas les mêmes harmonies. Il y a des notions d'intervalles musicaux qui sont pas les mêmes. Et donc, je crois que il y a cette la musique nous rassemble aussi dans une culture donnée. Je ne sais pas si c'est universel. En tout cas, elle est vecteur de culture. Et elle peut amener à du transculturel. Ça, ça me paraît sûr par rapport à ça. Mais après, est-ce que c'est un langage universel dans le sens où est-ce que ça plaît, on a des goûts, on a une certaine esthétique et peut-être que une certaine musique ne va pas te parler. Ça dépend de la manière dont on définit le langage, en fait. Est-ce que là, quand on parle de la musique, on parle de quelque chose qui est en mesure de nous toucher? Si c'est quelque chose qui est en mesure de nous toucher, c'est quelque chose qui nous plaît. Et ce qui nous plaît, c'est aussi en fonction de nos goûts, de notre sensibilité, de notre éducation. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui peut faire voyager la culture. Ça, c'est sûr. C'est beau. C'est une question pas évidente, hein. Ah ouais. Hein Ouais, tout à fait. On a tendance à dire ça, mais en fait, c'est vrai que ça. Mais c'est pas tout à fait vrai, en fait. C'est pas si simple. Ouais. C'est pas Tout à si. fait. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y aurait une question? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants, aussi bien Média Positif qu'à Louise? Un témoignage. On a perdu notre monsieur qui pose des questions. Il est parti. Non? Ouais. Non, on avait, tu sais, peut-être prévu un petit peu de parler des apprentissages, de la musique et des apprentissages. Ça peut être je sais pas ce que tu en penses. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, par rapport à la musicothérapie et les applications de la musique dans le domaine des apprentissages, bon, par exemple, notamment chez les enfants, les troubles, on avait un petit peu évoqué ça, les troubles dans le cadre des troubles 10, et justement, pour revenir à cette notion de langage, juste de savoir aussi, parce qu'en fait c'est en lien, que la sphère du traitement de l'information musicale et la sphère du langage sont interdépendantes. Et donc c'est vrai qu'on utilise la musique pour favoriser parfois les apprentissages et ça peut avoir un impact sur certains troubles de l'apprentissage parce que la musique va solliciter le fait de discerner des consonances, des dissonances, de restituer. Donc c'est intimement lié avec le développement du langage. Et c'est pour ça qu'il y a des applications de la musique, notamment chez les enfants qui ont des problèmes de l'apprentissage. Et donc, les fameux 10 ouais, d'apprentissage. 10, voilà.
Donc effectivement, le traitement de l'information musicale est lié au développement du langage. Et en ça peut avoir un impact sur ces apprentissages. Toi, tu interviens aussi auprès des enfants ? Non, j'interviens pas auprès des enfants 10, non. J'interviens avec les personnes âgées, puis les demandeurs d'asile. Voilà. Mais j'ai des collègues qui interviennent auprès des enfants 10. Et il y a eu des résultats assez intéressants avec ça, avec l'utilisation de la musique. Enfin, moi, c'est vrai que je rejoins cette idée parce que je connais plein de gens qui, quand ils révisent leurs examens, écoutent de la musique justement pour mieux intégrer. Enfin, moi-même, je sais que pendant mes études, le nombre de fois où j'ai écouté la musique pour apprendre mes cours la veille d'un examen, et c'est vrai que pour moi, ça marche super bien, et je sais que pour plein de personnes, ça marche super bien. Ouais, vraiment. Donc, la musique pour l'apprentissage, c'est pas mal. Paul, tu veux rajouter quelque chose ? Non, pas forcément, mais je pense que ça crée aussi peut-être une certaine... lorsqu'on est dans un cadre, peut-être une musique un peu rassurante, ou je sais pas, ça peut peut-être favoriser la concentration. Ça ou favorise la concentration. Voilà. C'est comme dans une bulle, en fait. Ouais, et peut-être que aussi, des fois, réviser, c'est peut-être pas très agréable, donc c'est sûr que se mettre des musiques qui nous plaisent, ou des musiques assez... qui peut avoir un effet un peu pour se relaxer, ça peut aussi favoriser l'apprentissage, je pense. J'ai pas d'avis expert là-dessus, mais c'est mon ressenti en tout cas. Tu as tout à fait raison. Louise confirme. C'est bon. Confirme. Bien. Eh bien... Ah, il y a une question. Je me lève. Bonjour. Je trouve ça très intéressant la musique, l'art-thérapie par la musique. Et en fait, moi, la musique, en fait, ça a toujours bercé l'enfance, et toute la vie, même pour les enfants. Les enfants, quand ils n'arrivaient pas à apprendre leur poésie, ils ont appris en rappant, les Fables de La Fontaine en rappant. Voilà. Donc c'est des choses qui aident. Et puis, je voudrais dire aussi, il y a des moments. À titre personnel, quand j'écoute certaines musiques, ça me crée des émotions que je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas pourquoi, qui me touchent. Il y en a, j'aurais envie de pleurer, mais pas de tristesse. C'est vraiment des émotions très très fortes. Et parfois, on a envie de sauter partout. Il y a des chansons de Queen où on a envie de faire le ménage au taquet parce que ça motive. Et du coup, je trouve que vraiment la musique, ça aide aussi dans des moments où on n'est pas bien. Et comme disait tout à l'heure dans les témoignages sur Instagram, où finalement, la musique, ça nous porte, ça nous aide à nous relever. Puis des fois, on a envie d'écouter quelque chose de triste parce que on a besoin de ça. Et puis voilà. Merci pour ce témoignage.